Il a autrefois régné sur le cinéma français avec du feu dans les yeux et de l'acier dans la voix. Gérard Lanvin n'était pas seulement un acteur, c'était une force, un homme de conviction, admiré pour sa dureté à l'écran et son intégrité dans la vie. Mais le temps a cette manière cruelle de dépouiller les légendes jusqu'à l'essentiel. Derrière les récompenses, les rôles d'action et l'admiration du public, Lanvin avance désormais dans une vie marquée par la trahison, le deuil et une douleur silencieuse. Que s'est-il passé pour cet homme qui refusait de plier devant quiconque? Et le prix d'une vie vécue sans compromis est-il en train de le rattraper? Défier son destin, des rêves de droit aux vestes d'occasion. Gérard Lanvin est né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, une banlieue cossue juste à l'ouest de Paris. Fils unique d'une famille incarnant les valeurs conservatrices de la France d'après-guerre, bourgeoise, respectable, rigide, il grandit dans un certain confort, mais pas nécessairement dans la liberté. Son père, cadre dans une grande entreprise, et sa mère, femme au foyer, l'élèvent avec une main ferme, souvent autoritaire. Très tôt, son avenir est tracé sans qu'il ait son mot à dire. Études classiques, diplôme de droit ou d'école de commerce, métier bien payé, mariage, enfants et pavillon tranquille en banlieue. Un modèle de stabilité, mais pas de bonheur. Dès son jeune âge, Gérard se montre agité. Il n'est pas fait pour la discipline stricte ni pour l'obéissance aveugle. Tandis que ses camarades se préparent au concours, lui laisse son imagination vagabonder vers des horizons que ses parents ne comprennent pas. Le déclic survient alors qu'il a 12 ou 13 ans lors d'une sortie scolaire au théâtre. La pièce est Le malade imaginaire de Molière. Mais Gérard ne retient rien du programme. Il est fasciné par Jean Meyer, légende vivante de la scène dont l'interprétation le bouleverse. Il sort de la salle transformé. Il ne veut pas jouer, il doit jouer. Il ne sait ni comment ni quand, mais une chose est sûre, la scène l'appelle. Lorsqu'il tente d'en parler à ses parents, il se heurte à un mur. Le théâtre est pour les rêveurs, les marginaux. Eux veulent un avocat, pas un clown. À 17 ans, après des mois de tension et de rejet à la maison, Lanvin prend une décision radicale. Il abandonne ses études et quitte le chemin qu'on a tracé pour lui. Ses parents, furieux, lui coupent tout soutien. Pour la première fois, Gérard est seul. Sans argent ni repère, il survit en bricolant. Il achète des vêtements américains d'occasion en gros pour les revendre au marché aux puces de Saint-Ouen, cœur bouillonnant du commerce de rue parisien. Il vit au jour le jour, dort chez des amis, parfois dans sa voiture, souvent sans savoir où il mangera. Il travaille brièvement dans une fête foraine, monte et démonte les manèges. Cette vie en marge le forge. Il apprend à se vendre, à observer, à survivre, des compétences qui nourriront plus tard son jeu d'acteur. Puis, en mars 1968, le destin bascule. Alors qu'il travaille au marché, il entame une conversation avec un jeune comédien, Martin Lamotte. Le courant passe immédiatement. Lamotte l'introduit à la scène théâtrale underground de Paris, notamment à Miou Miou et, finalement, à Coluche, l'humoriste anarchiste qui deviendra l'un de ses premiers mentors. C'est l'univers du café-théâtre qui s'ouvre à lui, un monde où les artistes écrivent leurs propres règles. Lanvin rejoint le Café de la Gare, non pas comme acteur, mais comme homme à tout faire. Il lave les sols, répare les projecteurs, nettoie les toilettes, juste pour être proche de la scène. Il observe, apprend, étudie les rouages du jeu. Peu après, lorsque Lamotte quitte Romain Bouteille pour fonder La Veuve Pichard, il offre à Lanvin son tout premier rôle. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est le sien. Quelques années plus tard, Coluche, séduit par l'authenticité brute du jeune comédien, lui offre ses débuts au cinéma dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Le film ne fait pas l'unanimité, mais il donne à Lanvin ce dont il a le plus besoin, un point de départ. Sans formation, sans relation, sans vernis,
mais avec une rage de vivre inébranlable. Et il ne faisait que commencer. Gloire, loyauté et prix des principes. Au début des années 1980, Gérard Lanvin avait réussi le saut périlleux du théâtre underground au sommet du cinéma français, à ses propres conditions. Sa révélation eut lieu avec Le Choix des armes, où il partageait l'écran avec le vénérable Yves Montand et l'icône Catherine Deneuve. Ce n'était pas qu'un simple rôle, c'était une déclaration. Lanvin, l'outsider qui vendait autrefois des vêtements aux puces, tenait désormais tête à deux monuments du cinéma. Et pourtant, il refusait d'être ébloui par la célébrité. Pour lui, l'authenticité a toujours primé sur l'ambition. L'année suivante, Lanvin apparut dans Une étrange affaire, réalisé par Pierre Granier de Fer. Il y interprétait un jeune cadre pris au piège d'un patron manipulateur incarné par Michel Piccoli. Le film, subtil et psychologique, dépeignait l'asphyxie silencieuse du monde de l'entreprise. Son jeu, contenu mais chargé d'émotion, lui valut le prix Jean Gabin du jeune espoir masculin du cinéma français, ainsi qu'une nomination au César du meilleur second rôle. Mais Gérard Lanvin ne cherchait pas à devenir un pantin de la célébrité. Il se montrait notoirement sélectif dans ses choix de rôle, refusant souvent les scénarios qu'il jugeait creux ou prétentieux. Les producteurs le trouvaient parfois difficile, non pas par arrogance, mais parce qu'il refusait de plier. Il n'était pas là pour séduire, flatter ou faire semblant. Sa loyauté allait à la vérité du récit, pas au jeu d'influence du métier. En 1982, Lanvin joua dans Tir groupé, un drame criminel poignant où il interprétait Antoine Béranger, un homme prêt à tout pour venger le meurtre brutal de sa compagne, joué par Véronique Jeannot. Un rôle intense, empreint de douleur et de rage, que Lanvin incarna avec une conviction terrifiante. Le film toucha profondément le public, notamment dans les milieux populaires qui se reconnaissaient dans sa colère et sa souffrance. Il reçut une nomination au César du meilleur acteur et plus encore s'ancrera durablement dans le cœur des spectateurs français. Puis vint Marche à l'ombre en 1984, la comédie qui le propulsa dans le grand public. Réalisé par et avec Michel Blanc, le film racontait les mésaventures de deux Parisiens paumés. C'était anarchique, hilarant et touchant, et l'un des plus grands succès au box-office de la décennie, avec plus de 6 millions d'entrées. La complicité entre Lanvin et Blanc était électrique, et son personnage bourru mais fidèle toucha une corde sensible. Un an plus tard, en 1985, Lanvin consolida son statut de héros d'action français avec Les Spécialistes, réalisé par Patrice Lecomte. Il forme un duo percutant avec Bernard Giraudot, mélange de force brute et de charisme silencieux. Le film fut un raz-de-marée commercial, avec plus de 5 millions d'entrées, se classant dans les 3 plus gros succès français de l'année. Une nouvelle preuve que Lanvin pouvait briller autant dans l'action que dans la comédie, sans jamais perdre sa rugosité. Mais alors que sa carrière s'envolait, sa vie privée payait le prix. À cette époque, il subit une des trahisons les plus humiliantes de sa vie personnelle. Sa compagne de longue date, Dominique Kilichini, mère de son premier fils Manu, le quitta pour le chanteur Renaud, figure majeure de la scène musicale française. Renaud ne se contenta pas de prendre sa compagne, il se moqua de Lanvin publiquement. En 1980, Renaud sortit le tube Les aventures de Gérard Lambert, une satire mordante d'un anti-héros maladroit portant le même prénom. C'était à peine voilé, presque provocateur. L'année suivante, il enfonça le clou avec un album entier, Le retour de Gérard Lambert, poursuivant la caricature. Les chansons dépeignaient Gérard comme un loser pathétique et naïf. Le grand public riait, mais les proches savaient ce que cela signifiait vraiment. Lanvin ne répondit jamais publiquement. Il n'accorda aucune interview pour se défendre et n'utilisa pas la presse comme arme. Mais la blessure fut profonde. Ses amis remarquèrent une amertume grandissante à cette époque. Il se réfugia dans le travail et dans son rôle de père. Le silence devint son armure. Pour un homme élevé dans la loyauté et la droiture, cette trahison, intime et publique,
laissa une cicatrice durable. Deuil de Marie et rupture avec Depardieu. Pour un homme aussi loyal que Gérard Lanvin, rien ne blesse davantage que la trahison ou le silence irréversible laissé par la mort. Au fil de sa longue carrière, Lanvin a tissé des liens étroits avec quelques rares figures du monde du spectacle français. Il n'a jamais été du genre à courir après les clans ou à cultiver les alliances médiatiques. Mais lorsqu'il ouvrait son cœur, c'était entièrement. C'est pourquoi la mort de Marie Trintignant, à l'été 2003, a brisé quelque chose en lui. Lanvin et Trintignant se sont rencontrés sur le tournage de Les Marmottes, réalisé par Élie Chouraki au début des années 1990. Dès leurs premières scènes ensemble, une alchimie naturelle s'est installée, fondée non sur la romance, mais sur un profond respect mutuel. Marie, fille du légendaire Jean-Louis Trintignant et de la réalisatrice Nadine Trintignant, avait grandi sous les projecteurs, mais n'en faisait jamais un bouclier. Elle était brillante, généreuse, avec un rire qui emplissait les pièces. Lanvin la décrira plus tard comme une fille pleine de vie, avec qui il partageait de grands moments, à l'écran comme en dehors. Son meurtre, perpétré par son compagnon Bertrand Cantat dans une chambre d'hôtel à Vilnius, en Lituanie, n'était pas seulement une tragédie de tabloïd, c'était une blessure personnelle. Lanvin fut sidéré d'apprendre que Cantat lui avait porté plusieurs coups à la tête lors d'une dispute. Marie est tombée dans le coma et a été rapatriée en France, où elle est décédée d'un œdème cérébral le 1er août 2003. Cantat a été jugé en Lituanie et condamné à 8 ans de prison, mais n'en a purgé que 4. Lanvin est resté en grande partie silencieux à l'époque, accablé, mais refusant de faire de son deuil un spectacle. Ce n'est qu'en 2024, lors de la sortie de la série documentaire Netflix de Rockstar à Tueur, le cas Cantat, qu'il a pris la parole avec une franchise glaçante. « Je l'ai regardé juste pour le haïr encore plus », a-t-il confié en interview. Ses mots étaient empreints de fureur, mais aussi de tristesse. Il a qualifié Cantat d'erreur de la nature, condamnant non seulement l'acte, mais aussi la culture qui a permis à un homme comme lui de remonter sur scène après avoir purgé sa peine. « Il n'y a pas d'explication à ça », a insisté Lanvin. « On ne meurt pas de 19 coups de poing au visage et on appelle ça une erreur. » Pour Lanvin, l'injustice de la mort de Marie reste une plaie ouverte. Il ne s'agit pas seulement de deuil, mais d'honneur, de protection, et de la valeur de la vie d'une femme dans un monde trop prompt à passer à autre chose. Et puis il y a Gérard Depardieu, autrefois ami, père, et même protégé par Lanvin lors de controverses politiques. Lorsque Depardieu a fui la France en 2012 pour éviter une hausse d'impôts et a accepté la nationalité russe, beaucoup l'ont traité de traître. Lanvin, pourtant, avait pris sa défense en 2013 dans le Figaro, le décrivant comme un ogre généreux, excentrique et imparfait, mais libre de ses choix. Un mec comme ça, il en passe un tous les 40 ans, disait-il à l'époque. Mais cette sympathie s'est éteinte lorsque la nature des accusations a changé. Il ne s'agissait plus d'évasion fiscale, mais de violence sexuelle. Au fil des années, plusieurs femmes ont accusé l'acteur emblématique de harcèlement, d'agression et de viol. Et en 2024, les affaires sont arrivées devant les tribunaux français avec un procès retentissant risquant de lui valoir une peine de prison avec sursis de 18 mois et une amende de 20 000 €. Lanvin, qui parlait autrefois de Depardieu avec chaleur, s'est exprimé avec dégoût. Dans une interview accordée à TV Mag, il n'a pas mâché ses mots. « Je me fous de Gérard Depardieu, comme lui se fout de moi. Je m'en fiche. » Il l'a qualifié de grossier et rustre et a expliqué qu'il n'avait pas été témoin direct des agressions, mais qu'il ne pouvait plus se taire au nom d'une vieille amitié. « C'est une question d'éducation et de comportement », a-t-il dit. Il aurait dû agir autrement pour ne pas se retrouver dans cette merde. Le jour où il a aidé son père à mourir. Il y a des rôles qui définissent une carrière, et puis il y a des moments qui définissent un homme. Pour Gérard Lanvin,
La performance qui l'a le plus marqué ne s'est pas déroulée sur un plateau de tournage, sous les projecteurs ou devant une caméra. Elle s'est jouée en silence, dans la douleur, dans une chambre d'hôpital stérile. Sans applaudissements, sans public, juste une promesse entre un père et son fils, et le prix insoutenable de la tenir. En avril 2024, lors d'une interview exceptionnellement intime dans 20h30 le dimanche sur France 2, Lanvin s'est confié sur ce moment qui le hantera plus que n'importe quel échec ou succès cinématographique, la mort de son père par euthanasie. Sa voix, d'ordinaire ferme et posée, s'est brisée en revivant ce jour-là. Son père souffrait d'un cancer du poumon avancé, avec la terreur de finir étouffé ou de subir une rupture d'anévrisme. Il avait peur, a confié Lanvin. Peur d'étouffer, peur qu'une artère éclate. Il ne supportait pas l'idée de perdre le contrôle. Des mois plus tôt, père et fils avaient abordé la question de façon brutale mais honnête. Le père de Gérard avait été clair, il ne voulait pas mourir dans la douleur, l'humiliation ou l'attente interminable d'une fin en hôpital. Il voulait choisir sa sortie. Et il avait demandé à son fils d'être là quand le moment viendrait. Gérard avait accepté. Il pensait être prêt. Mais le jour est arrivé trop vite. Un matin, on l'a appelé à l'hôpital. Rien ne laissait présager que ce serait ce jour-là. Mais en entrant dans la chambre, son père l'a regardé droit dans les yeux et a dit simplement « C'est le moment ». Rien d'autre. Pas de drame, pas de panique. Juste la lucidité brutale d'un homme déterminé. « J'ai dû agir », raconte Lanvin. « J'ai dû être le fils que j'avais promis d'être. » Il a appelé le médecin avec lequel tout avait été convenu. Le docteur est venu sans poser de questions. Tout avait été organisé discrètement. Pas de procédure judiciaire, pas de protestation de dernière minute. C'était calme, maîtrisé, terrifiant dans sa simplicité. Le médecin a administré la dose. Gérard a tenu la main de son père pendant que la vie le quittait. Il n'a pas pleuré, pas tout de suite. Il est juste resté là, à regarder partir celui qui l'avait élevé. Mais ce qui a suivi, ce n'était pas la paix. Lanvin a décrit être tombé dans ce qu'il appelle une terrible maladie. Ce n'était pas un mal physique, mais quelque chose de plus profond, un effondrement intérieur. « J'ai tenu parole », dit-il, « mais ça m'a coûté bien plus que je ne l'aurais cru. » Il vit avec les images, le silence, la brutalité du geste. Contrairement à un film, il n'y avait pas de seconde prise, pas de musique, juste le vide. Interrogé sur le débat politique autour de l'euthanasie en France, Lanvin n'a pas mâché ses mots. « Je me fiche de ce que les gens pensent », a-t-il déclaré. Ce n'est pas un débat. On ne laisse pas quelqu'un souffrir dans la peur et l'agonie. Ce n'est pas ça, une société civilisée. Il a comparé son expérience à celle de Nicolas Bedos, qui avait aidé son père, Guy Bedos, à mourir avec dignité en 2020. 2 fils, confrontés à la même horreur, devoir faire ce qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à faire. Les paroles de Lanvin ont profondément touché des milliers de Français. Il n'a jamais été un homme politique, ni un polémiste, mais en ce moment-là, il est devenu la voix de ceux qui vivent entre la légalité et l'amour. Pour une fois, le dur à cuire ne jouait pas un rôle. Il était juste un fils, en deuil, brisé, mais fidèle. Jennifer, Manu, Léo et les chansons de la survie. S'il y a une raison pour laquelle Gérard Lanvin tient encore debout, c'est sa famille. Son mariage avec la chanteuse disco Chantal Benoist, connue sous le nom de Jennifer, dure depuis plus de 40 ans. Un exploit dans n'importe quel milieu, mais encore plus dans le show business. Ils se sont rencontrés dans les années 70 et se sont mariés en 1984, après la naissance de leur premier fils, Manu, en 1973. Leur deuxième fils, Léo, est né en 1988. Contrairement à bien des couples de célébrités, leur relation est restée intacte, sans scandale, pleine de loyauté et profondément authentique. Lanvin affirme souvent que Jennifer est la taulière de la famille. Dans une interview à Paris Match, il confiait
On se regarde maintenant et on se dit « Merde, c'est passé si vite ». Elle reste la seule qu'il ne veut jamais décevoir. Son fils Manu Lanvin s'est fait un nom sur la scène blues française. En 2021, père et fils ont collaboré sur l'album Ici-bas, Gérard écrivant les paroles, Manu composant la musique. Le morceau phare, Héroïne, est une lettre d'amour à Jennifer, un hommage à la femme qui a tenu leur vie à flot à travers toutes les tempêtes. Leur deuxième fils, Léo, a suivi une autre voie. Animateur radio, comédien, showman. Comme son frère, il a le charisme de son père et le feu de sa mère. Gérard ne cache pas la fierté qu'il éprouve en les voyant poursuivre leurs chemins artistiques. « Si j'étais dans une famille qui m'ennuyait, disait-il un jour, peut-être que je regarderais ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Je suis fidèle à ma famille. » Même lorsqu'il s'est lancé tardivement dans la musique, ce n'était pas pour se réinventer, mais pour se rapprocher de ceux qu'il aime. Pour Lanvin, la célébrité n'a jamais été une fin. La famille, toujours. Quel moment de la vie de Gérard Lanvin vous a le plus surpris? Sa décision d'aider son père à mourir, sa rupture avec Depardieu, ou son silence après avoir été moqué par Renaud? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez apprécié cette plongée dans son histoire, pensez à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits authentiques sur les noms qui comptent.